Donc aujourd'hui, je vais vous parler des nouveautés d'AutoCAD Map 3D 2011. C'est un logiciel d'Autodesk pour faire de l'édition et de la visualisation et de la publication de données cartographiques. Un des grands avantages de AutoCAD Map 3D 2011, sans rentrer dans les nouveautés, c'est que ça utilise une technologie qui s'appelle FDO, qui nous permet vraiment de se connecter à toutes sortes de données, que ce soit en format SRI, MapInfo, que ce soit sur des bases de données géospatiales comme SQL Server, Oracle. Ça nous permet vraiment de se connecter à une grande variété de données. Et vraiment, le fonctionnement du logiciel, une fois qu'on est connecté à ces données-là, est très semblable, sinon même identique, peu importe la source de données sur laquelle qu'on se connecte. Un autre des points extrêmement forts de AutoCAD Map 3D 2011, c'est qu'on retrouve le logiciel AutoCAD au grand complet à l'intérieur de AutoCAD Map 3D. Donc, sans aucune exception, toute fonctionnalité de AutoCAD est présente à l'intérieur d'AutoCAD Map 3D 2011. Donc, toute la puissance de digitalisation qu'offre AutoCAD en tant que DAO, on retrouve cette même puissance-là, ces mêmes fonctionnalités-là à l'intérieur de notre AutoCAD Map 3D 2011. Donc, pour ceux qui étaient à ma présentation de ce matin, sans aucune exception, toutes les nouveautés que j'ai présentées ce matin, qui étaient les nouveautés de AutoCAD, on les retrouve également à l'intérieur de AutoCAD Map, sans aucune exception. Maintenant, pour ce qui est des nouveautés qui touchent spécifiquement à Map 3D, on a trois catégories finalement là, de nouveautés. On a finalement des nouveautés au niveau des connexions aux données, donc au niveau de la technologie FDO dont je vous parlais tantôt. On a aussi des nouveautés au niveau de la planification du design et de l'analyse, ainsi que des nouveautés au niveau de la publication de nos données. Donc, on va regarder ensemble chacun de ces catégories-là pour voir c'est quoi les nouveautés. Donc, premièrement, au niveau de la connexion aux données. On peut maintenant travailler avec des nuages de points, donc des relevés LiDAR. On peut maintenant se connecter sur ces nuages de points-là et travailler avec à l'intérieur de notre dessin. On peut aussi travailler avec des surfaces 3D. On pouvait déjà le faire à l'intérieur de AutoCAD Map 3D 2010, mais on a des fonctionnalités de plus avec nos surfaces 3D. Et on a aussi des nouveaux connecteurs de données FDO, donc en plus de toutes les connexions dont je vous mentionnais tantôt, ils ont encore rajouté des nouveaux connecteurs là, disponibles à l'intérieur de la technologie FDO qui utilise notre AutoCAD Map 3D. Donc, au niveau des nuages de points, on peut importer et visualiser des jeux de numérisation de données LiDAR, donc des relevés de nuages de points. On va pouvoir aussi styliser nos points selon différentes thématiques basées sur soit la classification de nos points, soit sur l'élévation et l'intensité de nos points, ou si on veut établir un filtre spatial, on va pouvoir définir un filtre spatial pour seulement consulter un certain endroit où ce qu'on aurait ces points-là. On va pouvoir avoir un contrôle sur l'intensité ou la densité des points qui sont affichés à l'écran. C'est facile de surcharger notre écran lorsqu'on travaille avec des nuages de points. Donc, AutoCAD Map va nous permettre également là, de contrôler la densité des points qu'on affiche. On va pouvoir par la suite extraire ces données-là et générer des modèles de surface, donc des modèles d'élévation, qu'on va par la suite pouvoir utiliser via FDO. On va pouvoir faire du plaquage ou du draping de nos données vectorielles, par exemple, qu'on aurait connectées sous FDO, qu'on va pouvoir superposer sur nos données 3D. Au niveau des surfaces 3D en général, donc en plus de pouvoir générer des surfaces de 3D à partir de nuages de points, on va pouvoir également pouvoir générer des surfaces 3D à partir de points ASCII, de des fichiers ASCII, ou même de n'importe quelle connexion FDO qu'on pourrait avoir d'établi sur une source de données qui est des points qui contiennent l'information d'élévation. Donc, par exemple, je pourrais avoir des points à l'intérieur d'une base de données Access et me connecter sur cette base de données Access-là et me générer une surface selon les coordonnées d'élévation à l'intérieur de cette base de données Access-là. Et par la suite, encore une fois, on peut prendre avantage de ces modèles 3D-là en plaquant des photographies aériennes ou des données vectorielles par-dessus, qui nous permet par la suite de pivoter en 3D et de faire des belles présentations là, de nos données.
beaucoup de ces fonctionnalités-là qu'on est en train de voir, c'est les fonctionnalités qui étaient disponibles dans la version 2010 dans une extension finalement qu'on devait télécharger, qui était disponible pour ceux qui étaient sous souscription. C'était possible d'aller télécharger des extensions d'AutoCAD Maps sur le site d'Autodesk. Et il y avait certaines des fonctionnalités qu'on retrouve maintenant dans la version 2011 qui étaient disponibles dans le temps. Maintenant, plus besoin d'aller télécharger les extensions. Tout est disponible dans les fonctionnalités que je viens de vous présenter. Tout est disponible directement à l'intérieur du produit. Maintenant, pour ce qui est de la prise en charge de données, on a des mises à jour des formats de données qui étaient supportés par AutoCAD Map auparavant, mais avec les dernières versions. Par exemple, le ArcSDE, c'est rendu la version 9.3.1, supporte le 32 et le 64 bits. Oracle, on est rendu à la version 11G. SQL Server 2008, PostGIS, Postgres, et un nouveau qu'on n'avait pas dans le temps, c'est le SQLite, qui est une base de données très légère qu'on peut stocker maintenant des données spatiales à l'intérieur et qu'on peut utiliser AutoCAD Map 3D pour les consulter. Maintenant, au niveau des outils d'analyse à l'intérieur d'AutoCAD Map 3D 2011, une nouvelle fonctionnalité qui avait été introduite avec la version 2010, c'était les flux de travail. Le nombre d'opérations qu'on pouvait faire à l'intérieur des flux de travail était limité. Les flux de travail étaient en gros, on pourrait voir ça comme des macros. On peut se construire finalement des routines qui vont effectuer plusieurs opérations. 2010 était la première version. Les opérations étaient très limitées. Dans la version 2011, on va voir qu'on a beaucoup plus de fonctionnalités. On a aussi un nouvel outil de suivi de coordonnées. On a eu des améliorations au niveau des outils d'analyse et de superposition. Et maintenant, le mode d'accrochage fonctionne beaucoup mieux sur les objets blocs. Donc, par rapport aux flux de travail qui sont améliorés, on a beaucoup plus de possibilités. En fait, pratiquement toutes les commandes de AutoCAD et de AutoCAD Map 3D sont maintenant disponibles à l'intérieur de l'éditeur de flux de travail. Ensuite, au niveau du suivi des coordonnées, on peut maintenant, à l'intérieur de notre fenêtre de suivi de coordonnées, afficher plusieurs systèmes de coordonnées et le suivi des coordonnées va se faire de manière simultanée dans les différents systèmes de coordonnées. Il y a aussi beaucoup de travail au niveau des analyses de superposition. Donc, au niveau du fonctionnement en tant que tel, on ne voit pas vraiment de différence au niveau des possibilités, mais d'un point de vue performance, il y a eu beaucoup d'optimisation qui a été fait. Et l'accrochage sur les objets blocs fonctionne beaucoup mieux. On peut vraiment s'accrocher sur des détails de nos blocs, contrairement à s'accrocher sur seulement le point d'insertion de nos objets blocs à l'intérieur de l'application. Au niveau de la publication, on a une nouvelle fonctionnalité à l'intérieur de notre configuration de page. On peut maintenant rajouter une grille et du carrelage. Cette grille-là, pour l'instant, suit les normes militaires américaines, le Military Grid Reference System. Ce système va prendre en compte les différentes zones UTM. Donc, là, on va voir que la grille elle va pivoter dépendant si on travaille dans une place qui chevauche plusieurs zones. La grille est entièrement dynamique. Et on a un certain contrôle au niveau de l'étiquetage et de la stylisation de notre grille. D'autres améliorations générales au niveau du logiciel, au niveau du démarrage, le démarrage se fait de façon beaucoup plus rapide. La gestion de la mémoire et spécifiquement de la mémoire cache a été optimisée. Et on a aussi davantage de tutoriels vidéo et de ressources d'aide finalement pour que les usagers soient les plus autonomes possibles. Donc, je vais vous montrer quelques-unes des fonctionnalités dont je viens de mentionner. Donc, ici, on voit le premier écran lorsque j'ouvre mon AutoCAD Map 3D, et c'est ce que je mentionnais, il y a beaucoup de vidéos qui ont été rajoutées et de ressources d'aide. Donc, au tout départ, on voit qu'on a plusieurs tutoriels auxquels on a accès, aussitôt qu'on ouvre l'application. Et on a d'autres liens en bas pour voir soit les nouveautés de la version 2011, des ressources de formation, les pratiques recommandées,
etc. Donc, pour l'instant, je vais fermer la fenêtre et je vais m'ouvrir un dessin. Pour vous montrer l'outil de repérage de coordonnées. Donc ici, j'ai une carte à l'écran et je peux premièrement repérer mes coordonnées en regardant dans la barre de statut en bas. Au fur et à mesure que je déplace mon curseur, on voit que les coordonnées en bas vont changer. Je peux avoir la même information à l'intérieur d'une fenêtre ici, qui est ma fenêtre de repérage de coordonnées. Donc ici, on voit que mes coordonnées sont repérées en LL84. Maintenant, si je dois travailler dans multiples zones de coordonnées et je veux avoir un suivi de différentes zones, je peux rajouter autant de coordonnées ou autant de systèmes de coordonnées ici que je veux. Donc, j'ai qu'à cliquer sur le bouton ici pour me créer une nouvelle zone de repérage et je peux par la suite cliquer ici et venir sélectionner un système de coordonnées. Je peux le taper directement dans la boîte aussi si je veux rechercher parmi la liste des coordonnées. Dans ce cas-ci, les données, c'est en Oregon, donc je vais utiliser un système de coordonnées de l'Oregon. Et on voit maintenant, de façon simultanée, j'ai le suivi de mes coordonnées à l'intérieur des deux systèmes de coordonnées qui est affiché à l'écran. Je peux aussi, lorsque j'utilise la fonction de digitalisation, je peux numériser à l'aide d'une position saisie que je pourrais avoir à l'écran ici ou une position que je pourrais taper ici à l'intérieur des coordonnées. Donc, je pourrais taper des coordonnées spécifiques et les utiliser lors de mes fonctions de digitalisation. Donc, petit outil utile qu'on a à l'intérieur de la nouvelle version. Maintenant, pour ce qui est des améliorations des flux de travail, donc si je viens ici, avec toute installation de AutoCAD Map 3D, on a automatiquement un flux de travail qui est installé, qui s'appelle Overlay. Si on va dans l'onglet Outils, on le voit ici qui est disponible juste en haut. Et si on veut s'habituer ou apprendre un peu comment fonctionnent les flux de travail, la meilleure chose, c'est vraiment de sélectionner ce flux de travail-là et cliquer sur le bouton Modifier, ce qui va nous permettre de voir la fenêtre d'édition des différents flux de travail. Et là, ici, à l'intérieur de notre fenêtre de flux de travail, on voit qu'on a beaucoup d'opérations possibles dans la section de droite, tandis que si on l'ouvre avec une version 2010, on voit qu'on est très limité là, au niveau des différentes options qu'on a dans le panneau droite, dans le panneau des opérations. Si on prend le temps d'analyser un peu ce que le flux de travail exemple fait, si je clique ici, j'ai des activités en parallèle. Donc, ça veut dire que finalement, à l'intérieur de notre flux, ça n'a aucune importance quelle de ces deux activités-là termine en premier. Ils peuvent être exécutés en même temps. Ce qu'on fait en premier lieu, on se connecte à une banque de données qui est un fichier shape. Si je clique sur le détail, je peux aller voir finalement le chemin exactement de mon fichier shape. Donc, j'ai établi une connexion F2 à un fichier shape. Dans ce cas-ci, le fichier, c'est un fichier qui contient finalement des polygones. Ensuite, je me connecte sur un autre fichier shape qui contient lui aussi également des polygones. Et ensuite, on va se créer un calque. Donc, on a une connexion d'établi. On va se créer un calque basé sur notre connexion qu'on a établie dans l'activité juste au-dessus. Donc, on fait la même chose des deux côtés. Donc, on se ramasse ici au point où on a deux couches qui ont été rajoutées à l'intérieur de notre dessin. Ensuite, on va effectuer une analyse de superposition entre les deux calques. Ici, on voit que le type d'analyse, c'est intersection. Donc, on voit un peu une illustration de ce que fait intersection. Ça va prendre les polygones d'une couche et les polygones des autres et le résultat va être seulement ce qui intersecte entre les deux polygones. Et d'un point de vue de données d'attributs, eh bien, il va prendre les données d'attributs des deux couches et il va les ramener finalement à l'intérieur d'une source de données qui est notre source de données d'intersection. Donc, nos intersections vont contenir tous les attributs des deux sources de données qui sont juste ici. Ensuite, une fois que cette analyse-là a été faite, on va vouloir se créer un calque sur notre nouveau SDF qui va avoir été généré par notre analyse de superposition. Et ensuite, notre
flux de travail va effectuer, encore une fois, une autre analyse de superposition, mais ce coup-ci, il va effectuer une analyse entre notre première couche, qui est la première couche sur laquelle on s'est connecté, et le résultat. Et le type d'analyse, ici, on le voit, le type de superposition, c'est erase. Donc, finalement, on va vouloir voir tout ce qui a pas, tout ce qui ne faisait pas partie, finalement, de l'intersection, va être, finalement, dans notre couche résultante, qui est juste ici. Donc, on efface de notre première couche le résultat de notre intersection. Et ici, on se connecte et on crée notre calque de suppression, c'est-à-dire le calque qui va nous afficher ce qui n'intersectait pas entre les deux. Donc, si j'exécute le flux de travail qui est juste ici, là, j'ai des messages, étant donné que j'ai déjà exécuté le flux avant, il essaie de créer des SDF dans mon répertoire temporaire. Il me dit que le SDF est déjà existant, donc je vais lui dire qu'il peut écraser le SDF. Même chose pour le deuxième SDF. Donc, c'est les SDF qui sont générés par nos deux analyses. Et ici, on voit le résultat qui est juste en dessous. Donc, si j'enlève mes deux premières couches qui ont été générées, j'avais une couche de polygones juste ici avec certains attributs qui sont affichés en bas. Donc, le nom de la municipalité et de la district. Et j'ai ensuite une autre couche de polygones ici qui contient, si je regarde les attributs, le code, le zip code. Et ensuite, si je regarde ma couche d'intersection, eh bien, on retrouve en gros tous les polygones qui étaient une intersection de notre première et deuxième couche. Et si je regarde les données, on a au niveau de cette table d'information-là, on a tout ce qui vient de notre première source de données, donc le nom de la municipalité et le district, ainsi que le zip code pour ce qui est des données de la deuxième couche. Et si on veut voir tout ce qui n'a pas été créé au niveau de l'intersection, on peut afficher notre couche Erase et on a ici finalement tous les polygones ou les sections de polygones qui n'ont pas été exécutées par notre opération d'intersection. Donc, c'est un exemple de création de flux de travail. Un petit exemple de modification qu'on pourrait apporter à notre flux de travail, c'est finalement si on voudrait enlever les deux couches de départ, eh bien, pour ce faire, on peut tout simplement venir en bas de notre flux et rajouter des activités. Donc, par exemple, ici, je vais supprimer mes deux couches. Ça n'a pas vraiment d'importance laquelle des deux couches se fait supprimer en premier, donc je peux inclure une activité parallèle. Donc, c'est tout simplement avec du drag and drop. On amène notre activité parallèle. Et ensuite, ce que je vais vouloir faire, ça va être supprimer un calque. Donc, je viens apporter supprimer calque ici. Je vais venir comme ça et je vais venir chercher le nom du calque. Lorsqu'on sélectionne un nom de calque, on voit on a le choix entre des calques bien spécifiques à l'intérieur de notre dessin ou le résultat de différentes activités qui ont été exécutées à l'intérieur de notre flux de travail. Donc là, ici, je vais tout simplement sélectionner mon calque de départ zip code. Et je peux faire la même chose à droite juste ici. Et dans mes options, sélectionner mon autre calque qui est Realtor. Et bien sûr, si on veut mettre du texte qui est un petit peu plus finalement qui est un petit peu plus convivial dans notre flux de travail, ici on peut renommer notre titre, ça va être supprimer le calque Realtor Neighborhoods. Et ensuite, on voit que j'ai une activité qui a été rajoutée et le titre a été changé pour correspondre au titre que j'ai rentré dans la fenêtre. Donc maintenant, lorsque je vais exécuter mon flux de travail, mes deux couches ici vont se faire supprimer à la toute fin de mon flux de travail. Donc, il va me rester seulement que ma couche Erase et Intersect 2. Donc, je peux enregistrer le flux de travail et maintenant, à chaque fois que je vais exécuter ce flux de travail-là, mes nouvelles opérations vont être exécutées. Donc, ça, c'est pour les nouveautés au niveau des flux de travail. Fermez mon dessin. On va maintenant rentrer dans les données 3D, donc travailler avec des nuages de points et avec des surfaces.
Donc, pour travailler avec des nuages de points, c'est à travers le bouton Données qui est juste ici. Donc ici, je vais faire acheter des données nuages de points. Et la première chose qu'on doit faire lorsqu'on travaille avec des nuages de points, on doit se créer un fichier index. Pour se créer un fichier index, on vient ici, on sélectionne créer un index. Et là, ici, on voit que j'ai déjà un fichier index de créer, mais que lorsque je rajoute un fichier à ma connexion, j'ai le choix entre des fichiers LiDAR, des fichiers nuages de points, des fichiers ASCII. Donc, c'est les trois formats qui sont supportés. Et dépendant si on sélectionne LiDAR ou un fichier ASCII, on va devoir par la suite, une fois que le fichier est sélectionné, générer un index qui va nous créer un fichier ISD. Et une fois que l'index est généré, c'est ce qu'on a ici, je vais pouvoir rajouter mon index à la carte. Je ne vais pas cliquer sur générer index. Ça prend environ 2 minutes pour 4 millions de points à générer. Dans ce cas-ci, notre fichier Denver.lidar contient justement environ ça, 4 millions de points. Donc, j'ai déjà généré mon index. Donc, je vais pouvoir ajouter ma couche à la carte directement en cliquant ajouter à la carte. Et on voit que j'ai une couche ici de nuage de points qui s'est rajoutée. Maintenant, je peux aller sur ma couche Denver de nuage de points et faire zoom jusqu'aux limites pour voir le nuage de points à l'écran. Donc, ici, j'ai mes points avec toute mon information d'élévation qui est affichée à l'écran. Ce que je peux par la suite faire, je peux afficher mes points, styliser mes points finalement selon différents critères. Donc là, ici, étant donné que mes points sont tous noirs, je ne peux pas bien distinguer les différents éléments. Donc ici, dans ma liste déroulante, dans mon onglet nuage de points qui est contextuel, je peux venir lui dire, je veux finalement filtrer, ou pas filtrer, mais styliser plutôt mes points selon la classification de mon relevé. Donc là, on voit que les couleurs ont changé au niveau de mon relevé selon la différente classification. On peut aussi changer finalement nos styles selon l'élévation ou selon l'intensité des points. Et si on n'aime pas les couleurs qui sont utilisées par notre style, on peut se définir des styles directement. Ici, donc, pour chacune de mes classifications, je peux venir définir la couleur que je veux utiliser. On peut également filtrer les données qu'on a à l'écran si on veut travailler avec seulement qu'une partie de nos données. Donc, pour filtrer les données, on peut cliquer tout simplement sur le bouton « Filtrer un nuage de points » ou cliquer sur le bouton droit de la couche. On a accès à la même opération. Et si je veux avoir, par exemple, seulement que mes bâtiments, je peux filtrer selon la classification et cliquer sur « Appliquer filtre ». Et seulement que mes points avec la classification numéro 6 vont être affichés à l'écran. Je peux faire la même chose avec d'autres classifications. Je peux sélectionner des classifications multiples également. Ce que je peux faire, je peux créer des filtres spatials. Donc, je vais créer un filtre de proximité et je vais sélectionner un point et je vais lui dire à l'intérieur de 200 pieds, appliquer le filtre. Et finalement, je vais avoir des points qui correspondent à ma classification qui tombent à l'intérieur de ce filtre-là. Je vais supprimer mes filtres. Je retourne sur classification, appliquer filtre. Maintenant, au niveau des performances et tout ça, dépendant de la densité de nos points, il peut avoir un impact sur la performance. Donc, on peut toujours contrôler la densité des points qui est affichée à l'intérieur de notre interface. Donc, si je viens sur l'onglet Entité DWG juste ici et que je vais sur mon élément nuage de points, je peux finalement contrôler la densité des points qui sont affichés. Donc, sans avoir un impact sur la source de données en tant que telle, je peux alléger finalement l'affichage de mes points qui sont à l'écran à l'intérieur de mon nuage de points. Ce que je peux aussi faire avec un fichier nuage de points, ce qu'on va souvent vouloir faire, c'est de se générer un modèle de surface 3D. Donc, pour se générer une surface 3D, dans cet exemple-ci, typiquement, ce que je voudrais faire, ce serait de filtrer mes données pour ne pas avoir mes bâtiments.
Donc, avoir seulement que mes données du sol et de la végétation très basse et aussi mes données pour tout ce qui est cours d'eau, appliquer mon filtre. Et ensuite, à partir des points que j'ai à l'écran, je pourrais cliquer sur le bouton droit juste ici et sélectionner l'option créer surface qui va nous générer un fichier TIFF qu'on va pouvoir par la suite consulter et appliquer du plaquage de d'autres calques comme des photographies aériennes ou des données vectorielles. Et bien sûr, avec mes nuages de points, je ne le ferai pas à l'instant, mais avec les nuages de points, si je pivote en 3D, c'est sûr et certain que nous allons voir finalement les coordonnées 3D de notre nuage de points à l'écran. Maintenant, on peut se créer des surfaces à partir de d'autres informations aussi. Donc là, ici, par exemple, je vais vous montrer premièrement un nouveau connecteur FDO, qui est le connecteur FDO qui peut se connecter sur SQLite. Et je vais aussi vous montrer comment générer une surface de points à partir de pratiquement n'importe quelle connexion FDO qu'on pourrait avoir établie sur une source de données points. Donc ici, je vais commencer par me connecter sur ma source de données. Et je vais me connecter sur une source de données SQLite. Donc, je vais sélectionner mon connecteur SQLite juste ici. Juste vous montrer qu'il y a beaucoup de connecteurs différents. Donc, lorsque va venir le temps de générer ma surface, ça pourrait être vraiment sur pratiquement tous les connecteurs que j'ai ici que je pourrais me générer ma surface, tant et aussi longtemps que ma donnée source, c'est de la donnée point. Je vais ensuite aller sélectionner ma base de données SQLite. Je vais me connecter sur ma source de données. Et là, ici, on voit qu'à l'intérieur de ma base de données, j'ai seulement un objet, une classe qui est un objet point. Je pourrais les rajouter à la carte, je ne le ferai pas étant donné que c'est environ 500 000 points que j'ai à l'intérieur de mon fichier. Ici, je ne prendrai pas la peine de spécifier le système de coordonnées étant donné que c'est la seule source que je vais utiliser à l'intérieur de ma carte. Donc, une fois que la connexion est établie, je peux fermer ma fenêtre de connexion aux données. Et maintenant, si je vais sur mon onglet Entité DWG, j'ai un élément dans mon panneau Surface 3D qui est créé à partir de points pour la création de surface. Et ici, on va voir que dans ma fenêtre de création de surface, lorsque je viens pour cliquer et rajouter une source, je peux soit rajouter une source qui est de type fichier, donc encore une fois des fichiers ASCII, tant et aussi longtemps qu'ils ont de l'information au niveau des coordonnées X, Y, Z, à une connexion ou à des points qui sont tout simplement des points de dessin que j'ai à l'écran, donc des points qu'on pourrait avoir à l'intérieur d'un fichier DWG. Dans ce cas-ci, je vais utiliser une connexion et je vais utiliser ma connexion que je viens d'établir, c'est-à-dire ma connexion SQLite, avec mon objet point qui est à l'intérieur de cette connexion-là. Et si j'ai la configuration de mes colonnes X, Y et Z, étant donné que je suis connecté sur une source de données qui stocke de la donnée de géométrie directement à l'intérieur d'une colonne, j'ai pas besoin de configurer mes colonnes, tout vient de la même colonne, c'est d'une colonne géométrie qui est à l'intérieur de ma source de données SQLite. Si je m'avais connecté sur une source de données comme du Access ou une source de données ODBC, il aurait fallu ici que je vienne lui spécifier chaque colonne pour mes différentes coordonnées. Maintenant, je lui donne un endroit où ce qui va me générer finalement mon fichier de surface et le nom du calque qui va être généré. Et je vais maintenant cliquer sur OK. Et ça va me générer, premièrement, un fichier TIFF qui va contenir tous les modèles finalement de terrain. Et ensuite, on va voir une couche se rajouter à l'intérieur de ma liste des couches juste ici. Et en passant, si j'avais utilisé la fonction d'exporter ou de créer une surface à partir de notre calque LiDAR ou notre calque de nuage de points que j'avais utilisé tantôt, les résultats auraient été exactement le même. J'aurais eu une couche qui serait rajoutée à ma liste des couches et j'aurais pu finalement consulter le modèle d'élévation à l'écran. Donc, en lui donnant juste quelques secondes de plus, on devrait voir la couche s'ajouter à l'application.
Et là, dans le cas que je montre, comme j'ai mentionné tantôt, c'est une source de données qui compte environ 500 000 points. Et j'ai mon modèle d'élévation ici qui a été rajouté à ma carte. Et bien sûr, comme auparavant, je peux venir sur mon fichier de modèle d'élévation et changer le style pour lui donner quelque chose qui a un air un petit peu plus naturel. Donc, je vais tout simplement appliquer une thématique selon les élévations à l'intérieur de mon fichier. Donc là, je vois que ma couleur elle change selon l'élévation qui est définie dans mon modèle numérique d'élévation que j'ai généré à partir de des points qui étaient dans une source de données FDO.